commence par voir des morts. Ça commence par voir des personnes qui sont décédées. Pour ceux qui ont vu le film Le Sixième Sens, ça commence comme ça, en fait. Tout le monde, quand on parle de karma, de vie antérieure, c'est pour dire qu'ils ont été, Cléopâtre, Napoléon, enfin que des grandes figures. Sauf que ça n'est pas ça. On a tous vécu des dizaines, des centaines de vies et on a tous vécu, du quotidien, très douloureux parfois, meilleur à certains moments, mais c'est le fruit de l'expérience, en fait. On vient pour vivre une expérience dans des contextes variés et qui dit expérience dit épreuve. C'est qu'on ne nous révèle un karma que quand on y est confronté. Donc, j'ai une difficulté dans ma vie, je suis bloquée, j'ai des choses qui se répètent, j'ai des situations qui m'échappent totalement. Aller jeter un œil du côté karmique et demander au guide, est-ce que c'est ça le problème? Et si ça l'est, ils vont à ce moment-là nous révéler cette vie en question qui a posé problème et qui est en train de se rejouer. Mais c'est tout. S'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas de travail à réaliser, de libération à faire, on ne va pas ouvrir cette boîte-là. C'est un peu la boîte de Pandore, et en effet, qui peut être davantage sur nourrir un ego, qu'est-ce que j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait, que de régler un problème. Or, avoir accès à cette dimension, c'est pour régler des blocages. C'est pas pour aller se balader, je ne sais où. S'il y a un message aujourd'hui et que je m'applique à moi-même encore, c'est pas moi j'y suis, donc je me l'applique encore à moi-même, c'est ne pas avoir peur. C'est très difficile de maîtriser la peur. Alors, est-ce qu'on peut la maîtriser? Voilà, vous avez 4 heures, c'est un sujet. En tous les cas, réussir à se dire en confiance, ok, je comprends pas tout, je suis peut-être des fois angoissée, j'ai peut-être des situations qui m'arrivent que je vais avoir le sentiment de ne pas pouvoir dépasser. Et donc, le premier ennemi, celui qui ne nous fait pas faire les premiers pas pour pouvoir justement évoluer, avancer sur ce chemin de la transformation, c'est la peur. Un métier concret m'a toujours permis de rester les pieds sur terre malgré toutes les connexions et toutes les portes qui se sont ouvertes dans l'invisible. Je crois que ça m'a permis de ne pas être happée et de ne pas tomber peut-être dans ce travers de devenir inaudible avec des explications, avec plein de choses complexes, des niveaux, des rayons, des trucs. Alors, moi qui suis connectée, quand je lis ces trucs-là, mais j'y arrive pas, quoi. Ça me tombe des mains, alors que je suis connectée. Donc, je me dis, les personnes qui ne le sont pas, c'est pas possible, quoi. La marche, elle est trop haute. Alors, est-ce qu'on écrit pour ceux qui n'y croient pas du tout, ou est-ce qu'on écrit pour ceux qui y croient, mais qui ont besoin de réponses? J'ai envie de dire les deux. Bien sûr, moi, dans mon livre, je dis, ceux qui veulent vraiment pas y croire, passez votre chemin, parce que de toute façon, il y a une marche trop grande, donc on n'y arrivera pas, on n'y arrivera jamais. Et j'ai dans ma famille mes frères et sœurs, avec des degrés différents. Certains y croient, mais la marche est trop grande. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo qui va suivre, j'ai eu la joie et l'honneur de rencontrer Elsa Forez. Elsa qui a écrit un livre aux éditions Mama Édition, Cette magie qui est en nous. Donc Elsa évidemment nous parle de son livre, mais surtout de son parcours pour accepter ses capacités, accepter sa médiumnité et accepter tout ce qu'elle recevait. Je vais pas vous spoiler l'émission, mais le papa d'Elsa est psychiatre et donc ça a été une grande dualité pour elle d'accepter cette médiumnité, d'accepter ce qu'elle voyait et que les autres ne le voyaient pas. On en parle évidemment dans l'émission qui arrive tout de suite. Avant de vous laisser entre Elsa et moi, je voulais vous rappeler que cette émission, c'est la vôtre. Donc déjà, un grand merci pour toutes celles et ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent. Ça me fait extrêmement plaisir. Vos retours sont très positifs. Donc déjà, merci pour ça. Et je vous rappelle aussi que cette émission, c'est la vôtre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses à transmettre, envie de partager, à me contacter. Vous avez le mail de la chaîne sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous laisse entre Elsa et moi et je vous souhaite un super moment. Bonjour Elsa, bienvenue. Pour commencer, comment vas-tu? Mais bien, très bien. En ce mois de décembre un peu frisqué, mais ça va, super. Ouais. Ça se voit, t'es radieuse, t'es souriante. Je pense qu'on va beaucoup rire aujourd'hui et on va surtout
beaucoup débunké, comme on dit, la spiritualité dite doudou ou bisounours. Et je vais lire le début de ton résumé que j'ai adoré. Oubliez les baguettes étoilées et les robes à paillettes. Parce que tu as sorti un livre chez Mama Édition, qui est d'ailleurs une super maison d'édition, Cette magie qui est en nous. Et t'annonces la couleur, en fait. On va parler sans langue de bois. Et tout le côté édulcoré, ça dégage. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de représentations, beaucoup de choses qui sont autour du féerique, du magique, de l'invisible, de l'extraordinaire, avec plein de, justement, le côté un peu Disney, hein, à paillettes, etc. C'est plutôt sympathique et ça nous ramène à un monde aussi de l'enfance où il y a beaucoup de connexions, donc c'est pas si bête, mais il y a un moment, il faut se dire, ok, c'est pas que ça, c'est loin d'être que ça, l'invisible et la médiumnité, et revenir à quelque chose de plus concret, même si ça paraît quelque chose d'abstrait, ça nous permet justement de rentrer réellement en contact avec cet invisible qui est loin d'être un conte de fées. Non, mais c'est clair. Et ton parcours est alors chaotique. Moi, je remarque que le parcours de tout le monde est soit chaotique ou plus ou moins chaotique, on va dire, mais chacun a un parcours de vie qui est très intéressant. Toi, ce qui est intéressant dans ton parcours à toi, Elsa, c'est que tu as mis beaucoup de temps à t'accepter dans cette spiritualité. On voit que c'est un réel combat contre toi-même, hein. On le sent bien. Le livre est court, mais ça, on le sent. Je pense que c'est une idée que tu as voulu vraiment mettre en avant. Et toi, tu pars avec un handicap, entre gros guillemets, dès le début. C'est que ton papa est psychiatre et c'est quelque chose qui te bloque dans ce que tu vois, ce que tu ressens. Et on voit qu'il y a une énorme dualité entre la psychiatrie clinique que tu vois tous les jours, tu entends ton papa parler des cas, et toi, tu comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Donc, comment tu arrives à jongler avec tout ça? Bah, ça a été la lutte. Ça a été la lutte intérieure, comme tu dis, ça a été long à accepter. Vraiment accepter, je dirais, au moins 10 ans. Au moins 10 ans avant de commencer à faire une vraie démarche de OK, maintenant, il va falloir quand même un peu rechercher autre chose, comprendre ce qui se passe. Mais je l'ai compris avant ces 10 ans que j'étais pas sur un terrain de la folie. Ça a été ça, en fait, le premier axe, c'est de se dire, en fait, quand on voit des choses que les autres ne voient pas, qu'on entend des choses que les autres n'entendent pas, ça correspond quand même à certains symptômes de certaines pathologies psychiatriques. Donc, moi, la première réflexe, ça a été de me dire, OK, je deviens schizophrène, je suis à l'âge où ça arrive. Voilà, j'étais suffisamment documentée, même si on ne parlait pas psychiatrie à la maison, matin, midi et soir, mais quand même suffisamment documentée pour savoir que ça existe et que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, pendant pas mal d'années, je me suis tue en pensant que je faisais face à ça et qu'à un moment, il faudrait que je l'affronte et que on mette des choses en place. Donc, j'ai lutté. Et puis, ben, comme je le raconte, j'ai fini par demander. J'ai fini par demander au psychiatre qui était mon père, est-ce que je suis schizophrène, quoi? Est-ce qu'il y a cette pathologie que tu vois en moi? Et là, ça a été un retour qui m'a vraiment à la fois apaisée parce qu'il m'a dit que non, qu'il ne savait pas ce que j'avais, qu'il ne savait pas ce que je voyais, ce que j'entendais, mais que ce n'était pas parce qu'on ne comprenait pas que ça n'existait pas. Et ça a été la première porte qui s'ouvrait. Déjà, je refermais la porte de la psychiatrie et j'en ouvrais une autre en me disant, bon, il faut que je cherche ailleurs. Et donc, oui, ça m'a bloquée. En même temps, ça m'a totalement libérée. Donc, c'est une double dynamique. Parce qu'à partir du moment où il m'a dit ça, il m'a dit, il faut que tu cherches. J'ai commencé à chercher. Je n'ai pas commencé à m'assumer. Ça a été plus long. Oui. J'ai commencé à chercher. Et à chercher ailleurs que dans la partie psychiatrique qui était maintenant refermée à ce niveau-là. Ouf, mais c'est vrai que tu te fais un nœud quand même au cerveau à te poser cette question. Alors cette question, je suis pas schizophrène, on peut l'entendre souvent, sauf que c'est souvent des expressions. Comme je te disais avant qu'on commence, j'ai souvent entendu, j'ai pas envie de finir à Sainte-Anne. C'est souvent des blagues populaires dans la médiumnité. Sauf que toi, c'est pas du tout une blague. Ton père est psychiatre et on ressent vraiment cette peur quand on le lit. Et j'imagine ce que ressent ton père quand même, quand tu lui poses la question, la violence, le parpaing qu'il a dû se prendre, lui. Hein.
Oui, c'était quelqu'un de très calme, de très flegmatique, de très posé, parce qu'en fait, comme il en entendait toute la journée, il avait développé vraiment quelque chose de très posé et de très positif. Et donc, là, je l'ai vu quand même s'arrêter net et se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a pas du tout été en panique, pas du tout. C'était ça, en fait, dont j'avais certainement peur. Quand on dit, oui, je ne veux pas finir à Sainte-Anne, c'est une expression. Moi, je sais ce que c'est justement la psychiatrie, les personnes qui sont en effet internées en psychiatrie parce que des pathologies et des choses qui vont amener à ça. Donc, c'était pas une idée en l'air, c'était quelque chose de concret pour moi. Et donc, je me disais, non, mais je veux pas ça, quoi. Je veux pas être ça. Et je sentais que. Et après, en même temps, quand on a une pathologie, qu'on soit accompagné, qu'on soit aidé, qu'on soit soigné, évidemment, c'est le parcours nécessaire. Et je suis pas en train de dire que il faut pas y aller. Mais bon, c'est vrai que j'ai tiraillé avec tout ça. Donc oui, il a dû se prendre un peu un par pas, c'est vrai. Mais il est resté relativement calme, là aussi. Et il m'a laissé me dépatouiller. C'est là où je pense, à un moment, je me suis dit, mais quand même, il ne me pose pas beaucoup de questions, il n'essaie pas de savoir plus. Mais je pense que lui, il devait processer de son côté pour essayer d'accepter aussi cette part d'invisible, parce que lui, il n'était pas du tout disposé à tout ça au démarrage. Et que quelque part, ça faisait partie aussi de mon chemin, d'aller chercher par moi-même, de trouver par moi-même. C'était pas à lui de trouver pour moi, surtout qu'il était incapable de savoir à ce moment-là, tout autant que moi, où aller chercher. Parce qu'il parle de ça, on est dans les années 80. Ouais, tu l'expliques, il n'y a pas de doc. Internet, il n'y a pas de librairie comme aujourd'hui avec des murs entiers qui parlent de l'invisible. Donc voilà, c'est le début du chemin. Et avec lui, on a ensuite beaucoup partagé ce chemin. Quand moi, j'ai commencé à m'assumer, que j'ai commencé à avoir des réponses, il y a eu beaucoup de partage, beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions très intéressantes sur cette notion de psychiatrie, de folie et d'acceptation de l'invisible. On dit souvent qu'il y a que des gens sont par exemple internés à tort, que non, ce n'est pas psychiatrique, ils reçoivent des messages. Alors moi, je fais partie des gens qui sont persuadés qu'on a une médecine intéressante et que non, la médecine n'est pas contre nous, qu'il faut de tout. Mais est-ce que ce côté, il y a forcément des gens internés à tort, tout comme des gens qui ne le sont pas à tort. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que ça, c'est un sujet dont vous avez parlé avec ton père mais attends, lui, il est peut-être pas schizophrène, peut-être qu'il reçoit vraiment, parce que ton père n'a jamais vu ce que toi, tu as vu. Par contre, il te croyait. Oui, ouais. Et ça a été vraiment un socle de confiance très fort. Et oui, bien sûr, on a eu ces conversations, et lui, il s'interrogeait beaucoup sur ça, et il se disait, bon, évidemment, quand on pose un diagnostic, et moi aussi, je fais partie des personnes qui pensent que dans notre médecine, on a plein de choses extraordinaires, qui sont peut-être pas suffisantes parce que il faut pouvoir ouvrir le champ à plein d'autres domaines. Et je pense que quand on aura cette ouverture de pouvoir faire converger différentes approches, ce qu'on appelle l'holistique, mais même le mot, il fait un peu, on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est? En tous les cas, oui, quand on va faire converger les différentes approches, on sera encore plus riche. Mais pour moi, voilà, ce que nous apporte la médecine, c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer. Et en psychiatrie, définir un symptôme, une pathologie, c'est quand même pas sur un seul critère. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent amener à poser un symptôme. Mais, une pathologie, pardon, un diagnostic, je voulais dire. Mais, comme toute personne, un médecin est humain et donc peut faire des erreurs parce que ne comprenant pas ce que la personne est en train de dire. Donc oui, en effet, cette idée qu'il y a certainement des personnes qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été comprises dans ce qu'elles exprimaient et qui du coup sont traitées pour des pathologies qu'elles n'ont pas, il y a de fortes chances que ce soit le cas, que ça existe, parce qu'on n'est pas ouvert à ça. Et que j'imagine un psychiatre qui reçoit quelqu'un qui lui dit, écoutez docteur, je vois des choses que d'autres ne voient pas, je vois des morts, il me parle. Franchement, si on n'a pas le chemin pour s'ouvrir à l'invisible, je ne lui jette pas la pierre de penser qu'il y a un problème qui n'est pas de l'ordre de la médiumnité. Donc, bien sûr. En fait, on a besoin de médiums psychiatres. Oui, ça nous ouvrirait pas mal de portes, c'est clair. Là, d'un coup, il y aurait de nouveaux champs de recherche, ce serait pas mal du tout. Alors, ton père, ce qui est intéressant, c'est qu'il te ferme une porte. C'est la porte qu'il faut fermer, c'est celle de la psychiatrie.
non, ma fille, tu n'es pas schizophrène. Et puis, j'ose espérer qu'il s'en serait rendu compte avant que tu lui demandes. Mais il n'en ouvre pas d'autres. C'est démerde-toi. Et ça, c'est quand même un beau cadeau en tant que parent. C'est de laisser aux enfants leur cheminement. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui me disent, ah, mais pourquoi il t'a pas aidé? Mais parce que c'était à moi de faire ce chemin. C'était à moi de chercher, de comprendre, d'aller faire cette démarche. On dit souvent le chemin est plus important que l'arrivée, et c'est vrai. C'est le chemin qui nous construit. C'est le chemin qui nous permet d'aller vers nous-mêmes. Donc, personne ne peut le faire pour l'autre. Et ça, il avait cette sagesse, et de se dire, c'est à elle de faire ce chemin. Et une fois que j'avais suffisamment avancé, là, il s'est réintéressé et il a commencé à avoir ce partage et avoir envie de comprendre et lui aussi d'avancer sur son propre chemin dans ce qu'il croyait, dans ce qu'il avait envie d'ouvrir en termes de porte sur l'invisible. Mais c'est surtout qu'il ne pouvait pas t'aider, tout simplement. C'est toi qui lui as enseigné après, mais lui, ça n'existe pas. Exactement. Alors, toi, comment ça commence les manifestations? Parce que quand on lit ton livre, on voit que toi, tu as beaucoup de choses ouvertes. Hein. Tu peux parler de beaucoup de sujets différents, alors qu'aujourd'hui, on va le voir, les gens vont se spécialiser sur tel ou tel sujet. Toi, tu peux nous parler de guides, de défunts, de vie antérieure. C'est vraiment un vaste... C'est très ouvert chez toi. Comment ça commence? Ça commence par voir des morts. Ça commence par voir des personnes qui sont décédées. Pour ceux qui ont vu le film Le Sixième Sens, ça commence comme ça, en fait. Ah merde, et t'as quel âge? J'avais 12-13 ans, donc j'étais plus vieille que le petit garçon du film. Quand j'ai vu ce film, ça m'a vraiment secouée parce qu'en fait, c'était un effet miroir énorme. Alors évidemment, pas toute l'histoire et tout, mais ce côté de se retrouver face à des personnes qu'on voit, que les autres ne voient pas, et la lutte du cerveau et la peur que ça peut entraîner. Bon, j'étais un peu plus âgée, mais bon, 12-13 ans, on n'est pas non plus totalement développé, adulte et confiant. Donc, la première chose qu'on pense, c'est que c'est notre cerveau qui déconne, quoi. Il n'y a pas de doute. On ne peut pas se dire c'est possible. En tous les cas, moi, je n'ai pas pu me le dire. Peut-être aussi parce que j'étais dans un univers familial très cartésien, très rationnel, scientifique, etc. Peut-être que dans un autre univers, on aurait peut-être plus facilement pu ouvrir des portes ensemble. Je ne sais pas, ou on m'en aurait déjà ouverte là-dessus, mais moi, non. Donc, la première chose, c'est que tu te dis, OK, ça déconne, quoi. Et donc, tu vois des personnes que les autres ne voient pas. Et puis, au bout d'un moment, tu parles, t'entends des choses de ces personnes. Et là, pareil, le cerveau, il se dit, non, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, tu rejettes, tu dis, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc, voilà, il faut le classer dans la famille de ce qui n'est pas vrai. Et puis, ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Donc, ça, plus en parallèle des rêves prémonitoires. Voilà, je rêvais et il se passait des choses. Donc là aussi, ça fait flipper parce que là, ça devient concret, tu vois. Autant un mort, tu peux te dire, c'est moi qui déconne. Autant le truc qui arrive alors que tu l'as rêvé, tu fais, ah, là, il y a du rationnel, entre guillemets, il y a du concret. Et donc, quand ça arrive une fois, tu te dis, ouais, coïncidence, belle coïncidence, 2 fois, 3 fois, 10 fois, tu te dis, il y a un truc qui est en train de se passer. Voilà. Donc, ces deux choses-là en même temps, ça a été le démarrage. Et puis, après, se poser les questions, une fois que j'accepte que je ne suis pas dans la case de psychiatrie, se poser les questions, OK, donc si ce n'est pas mon cerveau, c'est quoi? C'est quoi et comment réussir à rationaliser, à comprendre ce qui est en train de se passer? Et ça a été le début du chemin et de mes recherches. C'est intéressant parce qu'on entend beaucoup, et moi, ça m'irrisse les poils. Faut tuer le mental, faut tuer l'ego. Ça m'irrisse le poil parce qu'en fait, c'est impossible. Donc, on peut vendre de la merde, mais ça va pas tenir longtemps. Et toi, tu parles de comprendre, d'analyser. On le voit, tu es clairement issu d'une famille, comme tu dis, cartésienne, père psychiatre, on imagine. Bon, j'espère que vous ne parliez pas, comme tu l'as dit, de psychiatrie matin, midi et soir, parce que là, ça va devenir fou pour le coup. Mais il y a quand même une analyse, un esprit d'analyse qui est poussé. Et toi, qui es quand même aujourd'hui très connecté, tu t'assumes, peut-être pas encore à 100%, mais pas loin, dans ce que tu fais. Et tu assumes aussi le fait de réfléchir et de te questionner. Donc surtout, ne cherchez pas à tuer votre mental. Il est utile. La preuve, c'est ce qui t'a permis quand même de ne pas péter un câble, si je puis me permettre.
Ouais, tout à fait. Il faut accepter qu'on a besoin de clés de lecture, de compréhension, d'analyse, oui, en effet, et une part de rationalité. Et d'ailleurs, le premier livre qui m'a aidé sur mon chemin, ça a été un livre d'un statisticien. Donc, on est loin d'un gars qui te raconte des trucs perchés. Non, il faisait des statistiques et il montrait que les phénomènes inexpliqués, statistiquement, ne pouvaient pas exister. Donc, c'est qu'ils existaient parce que ça sortait de la loi statistique. Donc, tu vois, là, on est bien aussi dans un chemin de démonstration. Et c'est ce qu'il me fallait, moi. Il me fallait que je puisse démontrer que, ben oui, ça existe, c'est possible. Et avec une forme de rationalité, on peut le démontrer. Voilà. Donc non, ne pas tuer le mental, même s'il nous fait parfois souffrir parce qu'il lutte. Il lutte avec toutes les croyances, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qui est intégré. Il faut y faire face plutôt que de le tuer et puis accepter que bah, oui, on en a besoin. De toute façon, on fonctionne comme ça. Et une fois qu'on l'utilise pour justement s'expliquer les choses, tout en sachant qu'il y a toute une partie qui nous échappe, bien sûr. Je veux dire, accepter ce qui nous échappe, c'est pas tuer le mental. C'est se dire, OK, bon, d'un point de vue analytique, cette partie-là nous échappe, mais c'est pas parce qu'elle nous échappe aujourd'hui dans notre façon de raisonner qu'elle n'existe pas. Et puis l'ego, l'ego, ça nous structure, tu vois, d'un point de vue psychiatrique, justement. On se construit autour d'une personnalité, on en a besoin. Sinon, on ne peut pas exister. L'esprit, il va éclater. Donc, on a besoin de cette personnalité. Par contre, l'invisible nous apprend que cette personnalité, cet ego, il est une illusion par rapport à toutes ces connexions qu'on va pouvoir avoir les uns avec les autres. Et là où on se croit unique, individuel, en fait, on est collectif et relié. Alors, avant d'arriver à ça, je veux dire, il s'est passé quelques temps, quelques années et un long chemin. Mais on ne peut pas dire tue l'ego. Non, l'ego, il te construit. Par contre, est-ce qu'il doit te dominer? Là, c'est là la question. Est-ce qu'il doit agir en rapport à ce qu'il va, lui, te faire faire? La réponse pour moi est non. Mais il fait partie de notre construction, il fait partie de la personnalité et de la construction psychologique, psychique. On ne peut pas être en contact avec l'invisible et faire sauter toutes les barrières psychiques. C'est pas possible. On deviendrait pour le coup tous dans le registre de la psychiatrie parce qu'on ne pourrait pas tenir. Tu gardes quand même ce côté cartésien, c'est comme si ça te protégeait un peu. Mais tu fais partie des gens qui ont une spiritualité ancrée. Et toi, c'est quand j'ai lu ton livre, c'est plus qu'ancré parce que tu as un esprit critique qui est très présent et c'est très important, l'esprit critique. Et toi, c'est peut-être un peu trop vis-à-vis de toi, mais ça, c'est toi avec toi, parce qu'on le voit bien, tu as mis vraiment beaucoup de temps à l'accepter. Et quand là, ton père te dit, OK, c'est bon, tu peux, débrouille-toi, mais c'est aussi quand même une validation, parce qu'il te dit pas non, ma fille, tu coupes. Tu vas vers des métiers très, très intellectuels, journalisme, communication, et en fait, ça te rattrape. Mais on voit qu'il y a toute une construction qui est très intéressante, une lutte qui se tasse peut-être, plus tu grandis, plus ça se tasse, mais qui finalement est le vrai chemin de l'acceptation. Oui, et je crois que c'est la combinaison des deux qui m'a permis d'aller sur ce chemin de l'acceptation. J'avais besoin d'être dans quelque chose de très normal. Le mot, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais en tous les cas, voilà, d'avoir un métier, d'avoir une vie, on va dire, classique, si ça existe, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, pour justement rester ancré. Parce qu'en fait, ce qui me faisait très peur dans tout ça et dans ce que je voyais de beaucoup de gens qui étaient dans ces sphères-là, c'était le côté complètement déconnecté. Déconnecté et donc inaudible. Et donc, j'ai mis longtemps à écrire ce livre parce que pour moi, j'allais rentrer dans un groupe, on va dire, de personnes qui ne sont pas audibles pour les personnes qui sont plus terre à terre. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que petit à petit, l'invisible devienne audible aussi pour ces personnes-là. Et pour ça, il faut garder un langage, un discours, et je ne me force pas parce que c'est vrai que c'est en moi, un discours qui va être construit, qui va permettre de développer une idée, de l'analyser, de l'argumenter.
Et voilà, donc moi, le fait d'avoir un métier qui soit un métier concret m'a toujours permis de rester les pieds sur terre malgré toutes les connexions et toutes les portes qui se sont ouvertes dans l'invisible. Je crois que ça m'a permis de ne pas être happée et de ne pas tomber peut-être dans ce travers de devenir inaudible avec des explications, avec plein de choses complexes, des niveaux, des rayons, des trucs. Alors, moi qui suis connectée, quand je lis ces trucs-là, mais j'y arrive pas, quoi. Ça me tombe des mains, alors que je suis connectée. Donc, je me dis, les personnes qui ne le sont pas, c'est pas possible, quoi. La marche, elle est trop haute. Alors, est-ce qu'on écrit pour ceux qui n'y croient pas du tout, ou est-ce qu'on écrit pour ceux qui y croient, mais qui ont besoin de réponses? J'ai envie de dire les deux. Bien sûr, moi, dans mon livre, je dis, ceux qui veulent vraiment pas y croire, passez votre chemin, parce que de toute façon, il y a une marche trop grande, donc on n'y arrivera pas, on n'y arrivera jamais. Et j'ai dans ma famille mes frères et sœurs avec des degrés différents. Certains y croient, mais la marche est trop grande. Donc, c'est pas grave. Je leur en veux pas, je suis pas à essayer de passer en force. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Par contre, quand quelqu'un commence à se poser des questions, là, ça devient intéressant de pouvoir se dire, ah tiens, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Et à ce moment-là, pouvoir tomber sur un discours qui n'est pas totalement hors sol, et qui permet quand même de revenir à du concret, à de la vie, en fait. Mais toi, dans ton parcours, ce qui est intéressant, alors on fera pas une lecture du livre, si ça vous intéresse, je vous invite à le trouver, mais tu as eu des phénomènes assez violents. Donc tu vois des morts, parce que voilà, premier phénomène, c'est je vois des morts, c'est pas je vois des gens. La première phrase que tu as dit, c'est je vois des morts, donc c'est un choc pour toi. Il y a des sorties de corps, tu vas rentrer entre guillemets dans des gens où tu ressens ce qu'ils ressentent. Enfin ça, tu vois, tu parles de gens perchés, et ça, ce sont des phénomènes qui sont quand même rares. Et tous les gens connectés n'ont pas vécu ça, ils ne le vivront pas d'ailleurs. Donc autant toi, tu as vu, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as accès à un très large panel dans la spiritualité, mais tu restes très ancré parce qu'on l'a bien vu, tu as lutté contre toi, donc maintenant on peut te dire tout ce qu'on veut. Toi, tu es OK parce que les pires trucs, tu te les as déjà dit finalement. Donc tu es blindé et tu gardes aussi, et ça, j'ai beaucoup ri sur les vies antérieures, parce que ce livre, tu parles de toi, de ton parcours, qui est très intéressant pour les gens qui ont du mal à s'assumer, de comment tu aides les gens grâce à ça, ça aussi c'est intéressant, mais aussi de toutes les bêtises, les trucs un peu putaclic, excusez-moi pour l'expression, qu'on peut rencontrer dans la spiritualité. Et moi, c'est ce cocktail que j'ai adoré, parce que tu parles sans langue de bois, et notamment sur les vies antérieures, où tu dis quelque chose du genre, j'ai jamais vu autant de Cléopâtre réincarnées. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ben oui, mais en fait, moi, je me rends compte qu'il y a des vies multiples parce que je vis une expérience. Donc, je me retrouve propulsée dans une autre, ça peut paraître étrange, parce qu'on va pas pouvoir le développer, mais on va dire dans une autre vie où je suis la personne dans laquelle je me trouve et je vis une expérience. Quand je reviens, autant te dire que là aussi, le cerveau, il fait ouh, qu'est-ce qui se passe, hein. Donc, je mets un peu de temps à m'en remettre, à comprendre ce qui se passe, à commencer à ouvrir la porte du multidimensionnel et de la multivie. Parce que alors moi, c'était pas possible. Déjà, je voyais les morts, je croyais que j'avais ma dose, quoi, et que c'était bon. Non, je me retrouve avec ça, à devoir me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, je commence à m'intéresser, Évidemment, j'avais déjà entendu parler de vie antérieure, de karma, de tout ça. J'avais aussi fait pas mal de séjours en Asie où ce sont des croyances qui sont bien ancrées dans leur quotidien. Bref, mais pour moi, c'était théorique, c'était pas du tout une croyance, quelque chose que j'avais. Et donc, je commence à m'intéresser au sujet. Et là, franchement, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal parce que oui, tout le monde, quand on parle de karma, de vie antérieure, c'est pour dire qu'ils ont été Cléopâtre, Napoléon, enfin que des grandes figures. Sauf que ça n'est pas ça. On a tous vécu des dizaines, des centaines de vies et on a tous vécu du quotidien très douloureux parfois, meilleur à certains moments, mais c'est le fruit de l'expérience en fait. On vient pour vivre une expérience dans des contextes variés, et qui dit expérience dit épreuve. Ah bah oui, parce que si tout va bien, ça peut être une expérience, mais
C'est pas là qu'on grandit le plus. C'est parce qu'on est confronté à des épreuves, alors tout type d'épreuves, de toute nature. Et donc voilà, j'ai mis du temps à comprendre ces dimensions-là parce que j'étais vraiment très polluée par tout ce qui était dit autour du karmique et autour des vies multiples, où à chaque fois, les personnes qui écrivaient dessus, c'était de la grandeur, des grandes personnalités, etc., etc. Donc c'est vrai que ça, comme sur d'autres choses, tu vois, quand je disais que c'était difficile d'en parler avec des personnes qui sont hors champ sur l'invisible, c'est parce qu'elles aussi, elles ont entendu parler de tout ça et que, évidemment, c'est compliqué du coup d'y porter crédit. Donc, je sais que en parlant, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, je suis pas dans le jugement, vous devez pas, vous pouvez pas, faites-le si vous voulez, mais il n'y a pas que ça. Oui, mais l'exemple de Cléopâtre, il est intéressant. Moi, j'ai aussi l'exemple des gens qui ont été brûlés sur les bûchers. Mais très souvent, je l'entends en consultation. Oui, j'ai fait une consultation de vie antérieure, j'ai été brûlée. C'est pour ça que j'ai du mal à connecter. Mais je l'entends une fois, pourquoi pas? Mais quand sur 10 ans de pratique, tu l'as entendu 100 fois, c'est quand même beaucoup. Cléopâtre, n'en parlons pas. Et c'est pour ça que ça m'a fait sourire, parce que Cléopâtre, effectivement, on a tout envie d'être Cléopâtre. Pourtant, elle n'a pas eu forcément une vie très facile. Mais d'après toi, pourquoi? Parce que ces gens, ça sort pas de nulle part. Pourquoi il y a toujours ce message, t'es Cléopâtre, ou pourquoi les gens se convainquent d'avoir été Cléopâtre? Je suis incapable de te dire, peut-être que c'est l'ego, justement. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est besoin dans l'invisible et dans la compréhension de l'invisible d'aller nourrir encore son ego. Alors que justement, ça doit être le moyen, enfin en tous les cas, ce que j'en perçois moi, toujours pareil, hein, ça n'est que ma perception, mon expérience, et jamais je vais dire j'ai raison, les autres ont tort. J'ai juste un peu de recul en me disant, avec la même esprit critique que tu me disais avoir sur moi-même, je crois en avoir pas mal, bah évidemment, j'en ai aussi sur les autres personnes et les autres démarches, et de dire, bah, ok, mais oui, comme toi, il y a un moment, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se joue? Et là, on revient aussi sur la partie psy de l'individu, à quel moment on a envie de se créer une histoire, de se créer dans sa personnalité incarnée une dimension qu'on n'a pas forcément dans son quotidien. Tout ça, ça joue, tout ça, ça doit entrer en ligne de compte avec plein d'autres aspects qu'on ne pourra évidemment pas développer comme ça, mais et certains qui nous échappent. Donc, je crois qu'il y a vraiment un mélange entre la captation réelle, honnête, sincère, et puis le psychologique qui va faire que on va vouloir créer des choses à travers cet invisible qui vont nous permettre de nourrir notre personnalité, nourrir notre ego. Je crois que c'est ça. Après, des personnes qui sont passées sur le bûcher, il y en a beaucoup, je confirme. Maintenant, je ne sais pas par rapport à celle auquel tu fais référence, hein, mais il y a eu une période où toute personne qui avait des capacités qui n'étaient pas comprises, même médicales, hein, donc juste soigner avec des plantes pouvait être considéré comme de la sorcellerie. Donc, bon, il y en a eu beaucoup. Après, est-ce que c'est l'explication et la clé à tout? Certainement pas non plus. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu, où j'ai une thérapeute qui m'a beaucoup aidée. Et à un moment, je l'appelle et je lui dis, j'aimerais bien, est-ce que tu travailles les vies antérieures? J'aimerais bien explorer ça. Elle me dit oui, mais non. Elle me dit, tu n'en as pas besoin. Si on le fait, ça sera juste pour nourrir ton ego. Mais là, aujourd'hui, vu tes problématiques, les vies antérieures n'ont rien à faire là. Donc, si tu veux le faire, tu le fais, mais pas avec moi. Et j'ai adoré ça. Et moi, j'aime bien les gens francs. C'est oui, c'est non, c'est non. Mais l'entre-deux, les zigzags, moi, c'est quelque chose, on n'a pas de temps à perdre. Et cette phrase, c'est juste pour nourrir ton ego, ça m'a, déjà, elle avait raison. Et je dis, ok, du coup, j'en ai plus jamais reparlé et je vais très bien, rassurez-vous. Il y a des personnes qui me disent, c'était quoi mes vies d'avant? Alors déjà, la question, elle est juste impossible parce qu'on en a eu des dizaines, voire des centaines. Et ensuite, ce que je réponds à chaque fois, c'est un peu ce que tu as répondu cette personne, c'est qu'on ne nous révèle un karma que quand on y est confronté. Donc, j'ai une difficulté dans ma vie, je suis bloquée, j'ai des choses qui se répètent, j'ai des situations qui m'échappent totalement
aller jeter un œil du côté karmique et demander au guide, est-ce que c'est ça le problème? Et si ça l'est, ils vont à ce moment-là nous révéler cette vie en question qui a posé problème et qui est en train de se rejouer. Mais c'est tout. S'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas de travail à réaliser, de libération à faire, on ne va pas ouvrir cette boîte-là. C'est un peu la boîte de Pandore. Et en effet, qui peut être davantage sur nourrir un ego, qu'est-ce que j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait, que de régler un problème. Or, avoir accès à cette dimension, c'est pour régler des blocages. C'est pas pour aller se balader, je ne sais où, avec un film historique où on va se dire, tiens, j'ai été ici, j'ai été ça. Non, mais c'est clair. Et puis tout le monde, c'est vrai que quand les gens en parlent, tout le monde a eu des bons personnages, des bons rôles aussi. C'est comme après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a été résistant. Bon, c'est une façon d'arranger les choses et c'est OK. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment un échange autour de ça. Mais c'est vrai que ça m'a interpellé, ça m'a fait rire. Et le karma, on a tous entendu et on l'a certainement tous dit. Oh là là, j'ai vraiment dû être horrible dans une autre vie, vu ce que j'ai sur la tronche en ce moment. Donc, finalement, oui, c'est peut-être un besoin de se rassurer et pour aller mieux. Alors que le karma, ça n'est pas que ça. Hein. Le karma, c'est une Bien charge sûr. que j'amène avec moi dans ma nouvelle incarnation. Une charge d'énergie qui ne s'est pas libérée, qui n'a pas été assumée. Donc, c'est pas binaire, hein. C'est pas j'ai fait des mauvaises choses, tiens, je vais avoir une vie terrible maintenant, ou j'ai fait des bonnes choses et ça va être merveilleux. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est vrai que tellement facile. ouais, on rentre beaucoup hein, dans des raisonnements binaires parce qu'on est construit comme ça, on-off, oui, non, on est très dans la dualité et donc on fait la même chose avec ça alors que pour le coup, c'est beaucoup plus imbriqué, beaucoup moins direct que ça. Donc après le journalisme et la communication, enfin, Elsa se dit, c'est bon, j'y vais. Parce qu'aujourd'hui, tu es totalement et pleinement dans la spiritualité. On est d'accord? Alors, je suis dans la spiritualité, mais non, j'ai toujours un job, je travaille Ah bon? concrètement. Ouais, j'ai ma boîte, je travaille en conseil, voilà. Donc, non, je suis toujours dans une vie Je très pensais, ouais, tu et vois, je veux comme la quoi. garder, cette vie-là, parce que même si j'ai beaucoup plus ouvert, même si je suis beaucoup plus dans l'acceptation et dans ce chemin, hein, le fait d'écrire ce livre le dit parce que j'en étais incapable il y a 10 ans. J'ai toujours gardé cette part-là et je vais encore la garder un moment parce qu'elle me ramène au réel. Elle me fait rencontrer des gens tous les jours qui sont dans leur existence avec toutes les difficultés que ça peut représenter en entreprise ou ailleurs. Et ça me nourrit. Ça me nourrit dans ma perception aussi de l'invisible. Parce que, encore une fois, je pense que, tu le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont été données en termes de perception, des choses très variées. Et je pense que ça a été possible parce que j'étais ancrée dans le réel. Plus on est ancré, plus on capte. Ça peut être un paradoxe parce qu'il y a des personnes qui disent non, mais alors il faut aller s'isoler, on va aller méditer dans un ashram et là on sera super ancré, super connecté, pardon, et tout. Et bien pas du tout. En fait, j'ai compris que c'est l'inverse. Alors bien sûr, méditer, etc. Ok, mais plus, en tout cas pour moi, plus j'ai été connectée au réel, plus on m'a ouvert des portes sur l'invisible. Parce que je pense que c'est comme une façon de garantir une protection aussi, un garde-fou, de rester dans cette double dynamique. Parce que ouvrir des portes, c'est bien gentil, mais quand on ne peut pas les intégrer parce que justement, on est trop hors sol, bah, c'est dangereux. C'est dangereux pour soi, c'est dangereux pour les autres, parce qu'on va les emmener dans des choses qui ne sont pas forcément OK pour elles. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses. Je partage la même et tu l'expliques très bien. Alors, tu as gardé ton job cartésien ancré, on va dire, mais tu fais quand même de l'accompagnement. On est d'accord? Oui, D'accord. Donc, tu as double casquette. voilà. Et pourquoi les gens te consultent? Accompagnement Parce de que quoi? De ça qui? bloque. De qu'est-ce? D'abord, c'est que du bouche à oreille, voilà, et puis parce que ça bloque. Ça bloque pour elles, ces personnes, pour plein de raisons. Donc moi, je vais regarder si ça bloque pour des raisons qui relèvent de l'invisible. Donc si ça relève de l'invisible et de mes compétences, parce que ça peut relever de l'invisible et pas de mes compétences, hein, je ne suis loin de savoir tout faire, on va essayer d'identifier. Donc c'est un travail avec les guides de la personne, parce que moi, toute seule, Elsa, qu'est-ce que je sais faire? Souvent on me dit: «Comment tu fais?»
Ben, j'en sais rien. J'en sais rien. Je me connecte au guide de la personne qui me disent ce que je dois faire et qui passe par moi. Et c'est tout le sens du mot médium. Hein. C'est un canal, un moyen d'arriver à certains champs, à certaines dimensions pour pouvoir apporter soit l'énergie, soit un travail de compréhension, soit là. Donc, on vient à moi quand ça bloque. Voilà. C'est souvent ça le cheminement. Et puis après, on regarde si ça relève encore une fois, de l'invisible, parce que des fois ça peut bloquer pour plein d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec l'invisible, et des choses qui sont donc liées soit à la présence des morts, soit le karmique, justement, on vient d'en parler, soit des parasitages énergétiques, hein, il y en a de plusieurs natures. Et donc voilà. Ouais, on vient pas te voir par curiosité ou pour de la voyance, de la non, parce que ça s'arrête tout de suite. Moi, je dis, non. Ah ben ça se sent. Je ne suis pas la bonne personne. Donc, je vais renvoyer soit sur des personnes qui font de la voyance et je respecte. Hein. Et des fois, voilà, ça peut donner un éclairage utile. C'est toujours pareil. Comment c'est fait? C'est pas une chose en soi qui est bonne ou pas bonne. C'est comment c'est fait et comment ça peut éclairer sur un chemin. La difficulté avec la voyance, c'est qu'il y a des personnes, on m'a dit ça, donc je vais m'asseoir sur mon canapé et puis ça va arriver. Ah bah non, comment te dire que si tu veux que ça arrive, il va falloir que tu bouges et que c'est le chemin et on t'a éclairé sur voilà où ça peut t'amener, mais ça ne viendra pas tout seul. Donc si la posture de la personne qui fait de la voyance, elle est celle-là, elle explique bien et elle accompagne, ça peut être top. Mais moi, je fais pas. Mais là, ce que tu viens de dire, on en revient à cette phrase, oubliez les baguettes étoilées et les robes à paillettes. C'est ça. C'est si tu attends sur ton canapé que ça bouge, il n'y a rien qui se passera. Le titre, la magie en nous, c'est bien en nous. Donc, oui, c'est ça. C'est pas l'extérieur qui va nous ramener des éléments magiques. Si on va les développer, ça, c'est en nous. Alors, j'ai une question parce que là, tu témoignes à visage découvert. Je ne suis pas la première à t'avoir reçu et il y en aura plein d'autres. Aujourd'hui, donc tu travailles, donc on peut dire que là, tu prends le risque d'être vu et entendu de tes collègues, de ton entourage. C'est quelque chose qui est complètement admis dans ton travail, Pas du tout, je prends le risque, tu viens de le dire. Je l'ai pesé, je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je vais pas mettre une cagoule. Il y a un moment, si tu y vas, tu y vas. Donc je me dis, si les personnes que je croise professionnellement tombent sur ce genre d'entretien ou tombent sur mon livre, c'est qu'elles seront déjà dans une démarche, qu'elles seront déjà dans un chemin. Et puis les autres, eh bien, elles continueront à me voir sous l'autre angle. Voilà. Donc oui, c'est un risque à prendre à un moment, en espérant que je sois protégée de toute difficulté liée à cette double casquette, évidemment extrêmement différente. Eh bien, bravo. Et comme quoi, on le voit, on peut être très connecté. Et ça, c'est ça que j'aime chez toi et d'autres, c'est qu'on continue toujours de travailler sur soi. Là, tu sors de ta zone de confort. Je suis pas la première, mais tu en feras d'autres émissions et je te souhaite de t'éclater parce que tu as des choses quand même, des messages importants à transmettre. Et bravo parce que c'est pas évident. Et comme quoi, on peut être très bon médium et avoir encore plein de trucs à bosser sur soi. C'est le sens de la vie. Je crois que jusqu'au dernier souffle, on travaille sur soi. Donc voilà, il faut vraiment avoir conscience qu'on est en construction, qu'on est en évolution et que ça ne s'arrête jamais en fait. Est-ce que tu as des conseils? Parce que certes, c'est pas un monde de paillettes et de bisounours, ça on l'a bien compris. Et je vous invite vraiment à lire ce livre qui se lit très rapidement. Il se lit bien, tu écris très bien, on le comprend, on n'a pas besoin de sortir un dictionnaire. Moi, je dis souvent ça quand un livre est simple à lire, pas besoin d'avoir un Larousse avec vous. On le comprend, donc ça, c'est chouette. Donc là, on comprend bien que c'est pas un monde de bisounours. Et toi, mais quels seraient tes conseils pour les gens, tu sais, qui sont un peu perdus, qui sont comme tu as pu l'être, en réflexion, soit par rapport à ce qu'ils reçoivent ou soit par rapport à la vie en général, des gens qui vont pas bien. Quels conseils tu leur donnerais pour trouver le thérapeute adapté, la chose qui conviendrait pour eux? Quels conseils tu aurais? Déjà, se mettre en recherche, ne pas rester seul, ne pas se dire c'est foutu, j'y arriverai pas, je peux pas trouver quelqu'un qui peut m'aider, m'accompagner.
Savoir que le quelqu'un, il ne sera pas non plus la baguette magique, hein, il va aider, accompagner, mais le chemin, c'est nous qui le faisons. Donc déjà, voilà, ne pas rester seul, ne pas rester dans sa problématique, qu'elle soit d'ici ou de l'invisible. Et puis, écouter des personnes, justement en se confiant, écouter des personnes qui ont fait des bouts de chemin et qui peuvent vous donner comme ça des renseignements, du bouche à oreille, parce que c'est très difficile de trouver quelqu'un et de se dire, tiens, comment on va faire? Et toutes les personnes qui arrivent vers moi me disent la même chose. Et ça a été par le bouche à oreille qu'au bout d'un moment, voilà, on trouve la bonne personne. Accepter de se tromper aussi, donc de pousser la mauvaise porte et se dire, ah bah non, ça c'est pas pour moi, en fait, c'est pas le truc. Bah c'est pas grave. C'est pas grave, au moins on aura essayé et puis on sait que c'est pas ça. Donc on avance aussi par j'essaye, ça marche pas, bah hop, je rebondis et je recommence autre chose. Faut pas vouloir réussir du premier coup. Voilà, rien dans la vie ne réussit du premier coup, rarement, en tout cas, pas grand chose. Donc oser se dire ok, je vais tâter, je vais tenter, je vais essayer ça, et puis surtout se faire confiance. Si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas avec quelqu'un que vous avez rencontré, voilà, écoutez-vous suffisamment pour dire non, je suis pas au bon endroit. Et c'est pas grave. Et puis, recherchez encore. Et puis, au moment où on se sent au bon endroit avec la bonne personne, là, voilà, pouvoir commencer à comprendre, à avancer sur ce chemin. Alors tout à l'heure, tu as dit, je vais pas me faire que des amis. Et là, je viens enfin pas de comprendre, mais de verbaliser. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où tout est immédiat. Si on regarde une vidéo et que dans les 10 secondes, on n'a pas le truc, on zappe. Et en fait, toi, ce que tu expliques, c'est que c'est un cheminement qui est long, plus ou moins long, mais qui se fait pas en claquant des doigts. Et oui, et donc ça dénote oui et non, parce que encore une fois, moi, je partage cette philosophie pour l'avoir expérimenté et continuer à l'expérimenter d'ailleurs. Et c'est vrai que toi, tu invites au calme, à la lenteur, à la douceur. Et ça, j'aime beaucoup, c'est accepter de se planter parce que ça fait partie du processus. Ben oui, on n'a pas assez une culture de l'échec, notamment nous, Français. Hein. Il y a plus dans les pays anglo-saxons où on est un peu plus et d'autres à accepter l'échec parce que l'échec, il construit, il est aussi important que nos réussites. Il est peut-être même des fois plus important dans notre parcours que nos réussites parce que il va nous obliger à aller chercher plus loin, à nous repositionner, à aller au-delà de ces zones de confort justement. Et donc oui, accepter de se tromper et puis ça ne veut pas dire d'avoir faux sur tout, ça veut dire que là, cet endroit-là, cette relation-là, cette situation-là, ok, elle me mène à une impasse, bon ok, ben je repars. Donc il y a vraiment cette notion-là et puis cette notion de temps long. Et oui, en effet, on est dans une société de la rapidité. Hein, on commande, on veut le truc le lendemain. On veut on veut capter l'invisible dans un stage de 24 heures. Enfin, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est une démarche de transformation et de transfiguration si on va au-delà dans l'invisible. Donc, rien ne peut aller vite dans ce chemin-là. Et des fois, quand on me dit, mais comment je peux développer ci, comment je peux faire ça, j'entends vite. Et à chaque fois, je réponds, bah, c'est pas possible, en fait. Il va falloir accepter le temps long. Et tous ceux qui vous diront qu'on peut, en 24 heures, ouvrir plein de portes et être connecté, c'est pas possible. Là-dessus, j'affirme autant, il y a plein de moments, je dis, ben, acceptons que des choses différentes. C'est pas possible. Ça fera un bout, ça fera peut-être un bout du chemin, ça fera peut-être un bout d'ouverture, un bout, sans aucun doute, en tout cas pour certains, ça le fera. Mais ça ne fera pas la totalité de la transformation et du chemin. C'est toute la vie. Donc, une fois qu'on accepte ça, ben, on va prendre son temps, parce que de toute façon, c'est un temps long. Oui, j'adore. Je bois tes paroles, je t'écoute religieusement, j'adore. J'avais une question, sans transition, là, vraiment aucune. Quelle est la chose, que ce soit en consultation ou toi, qui t'a le plus marqué dans ce monde de l'invisible, alors que ce soit en positif ou en négatif? Ce qui me marque le plus encore aujourd'hui, c'est la perte d'enfants, des personnes qui perdent des enfants. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué parce que on a beau comprendre, intégrer le fait que notre âme, elle vient vivre une expérience qui peut être courte.
et que cette expérience, elle est choisie par notre âme avant l'incarnation, même si après on a ce don d'oubli qui fait qu'on va pouvoir vivre l'expérience pleinement. Quand on vit ça, c'est extrêmement compliqué. Et quand je vois des parents, et même quand moi je vois l'âme de l'enfant ou la personne décédée, l'enfant décédé, et qu'il faut des fois délivrer des messages de cet enfant qui est une âme à ce moment-là beaucoup plus consciente, beaucoup plus sachante que l'enfant qu'ils ont perdu, c'est toujours quelque chose, pour moi, c'est toujours quelque chose de difficile. Peut-être parce que je me projette, parce que je suis mère et que du coup, alors les miens sont quand même plus grands, mais voilà, c'est plus des enfants en bas âge, mais quand même, je crois qu'on est parents toute sa vie, donc de toute façon, voilà, ça restera des enfants pour nous. Ouais, ça c'est compliqué. Ça c'est dans le côté difficile, et dans le côté lumineux, positif, c'est quand suite à un travail, suite à des actions dans l'invisible, la vie des personnes bascule complètement. Et qu'après, alors j'en ai pas toujours, parce que des fois les personnes reprennent leur chemin, ça va bien, et du coup ils oublient de donner des nouvelles, et je comprends complètement. Mais il y en a d'autres qui vont le dire, et ça on se dit ah ouais, waouh. Et tu vois, jamais je me dis, et c'est là que des fois mes proches me disent non mais c'est pas possible, jamais je me dis c'est grâce à moi, jamais, parce que pour moi c'est passé par moi, mais c'est pas grâce à moi. Le grâce à moi, c'est comme si j'avais fait quelque chose qui relevait d'une compétence, d'une capacité au sens strict du terme. Tu vois, quelqu'un qui va être opéré du cerveau, le chirurgien, il enlève un truc. C'est grâce à lui. Là, je veux dire, on va pas. Il a appliqué un savoir, un savoir-faire. Voilà. Mais dans l'invisible, on est tellement juste un moyen d'accès. Alors oui, bien sûr, c'est moi qui ai entendu, c'est moi qui ai connecté au guide. Mais j'ai vraiment cette conviction profonde que ça a été juste la connexion entre ce qui devait être dit, la personne à ce moment-là, ce qui a été fait à travers moi. Mais ça m'échappe. Ça m'échappe et ça me va en fait. Ça me va que ça m'échappe. C'est pas un problème. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Et ça, le côté cartésien, rationnel, analytique, il a lutté parce qu'on a envie de comprendre, on a envie de savoir. Mais alors, petit 1, petit 2, petit 3, voilà le process. Ça marche pas comme ça. Donc ça, je l'ai lâché. Et c'est vrai que ça, c'est toujours un moment. Alors du coup, j'en suis émerveillée, tu vois. Quand c'est toi, tu dis, bah oui, je l'ai fait. Voilà. Non, là, je dis, waouh, ça marche. Ouais, mais Et ça fait plaisir. Ça fait du bien parce qu'on se dit, bon, ben voilà, tout ce chemin, il a permis. Ouais, mais c'est quand même un peu. Enfin, la thérapeute va avoir une thérapie. C'est quand même, évidemment, c'est pas toi qui fais tout. Et moi, c'est quelque chose que je dis, c'est toi, il y a le mot accompagner, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que tu es là, tu accompagnes et rien de plus. Effectivement, ça aurait peut-être pu marcher avec un autre médium, mais il s'avère que là, le chemin a fait que ce soit toi et que tu as contribué, en fait. Donc, tu as quand même une part de responsabilité dedans. J'ai fait ma part, tout à fait. J'ai une part de responsabilité et ça, il n'y a aucun souci. Mais une part. Certainement pas le total. Ah non, mais ça, on est complètement d'accord. Elsa, moi, j'ai passé un super moment. Est-ce que tu as un message à délivrer? Ça peut être encore cette histoire de paillettes et de tutus. Est-ce que tu as un message important à délivrer, quelque chose qui te tient à cœur? Alors, c'est pas non plus le slogan de l'année, attention, pas de pression. Mais je vais te donner le mot de la fin, Elsa. S'il y a un message aujourd'hui et que je m'applique à moi-même encore, c'est pas moi j'y suis, donc je me l'applique encore à moi-même, c'est ne pas avoir peur. C'est très difficile. C'est très difficile de maîtriser la peur. Alors, est-ce qu'on peut la maîtriser? Voilà, vous avez 4 heures, c'est un sujet. En tous les cas, réussir à se dire en confiance, ok, je ne comprends pas tout, je suis peut-être des fois angoissée, j'ai peut-être des situations qui m'arrivent que je vais avoir le sentiment de ne pas pouvoir dépasser. Et donc, le premier ennemi, celui qui ne nous fait pas faire les premiers pas pour pouvoir justement évoluer, avancer sur ce chemin de la transformation, c'est la peur. En tous les cas, pour moi, ça a été le cas et je vois aussi beaucoup de gens pour qui ça l'est. Il y a comme un élément commun entre nous d'être bloqués par ces peurs. Alors, elles sont de toute nature, elles vont être de plein de dimensions dans la peur. Et donc voilà, s'il y a quelque chose qui aujourd'hui reste aussi pour moi, une ligne pour avancer, c'est ça.
ne pas avoir peur. Merci beaucoup, Elsa. Je remontre le livre, hein, Elsa Forez, cette magie qui est en nous, aux éditions Mama Édition. Je mets tous les liens sous la vidéo, tous les liens pour retrouver Elsa, le livre. Et vraiment, merci pour ce beau moment. Et je suis ravie d'avoir contribué au fait que tu te mettes en avant. Merci. Parce que c'est pas un cheminement facile, ça. Donc, non. La suite au prochain épisode. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir.